Chers internautes, bonjour. Bienvenue sur Cori, le podcast économie qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr Christian Aouyou. Dr Christian Aouyou, bonjour. Avec vous, nous parlerons de l'économie sociale et solidaire. Nous voulons savoir si c'est l'option pour un développement harmonieux au Bénin. Dr Christian Aouyou, présentez-vous. Moi, je suis Christian Brice Aouyou et je suis enseignant à l'UAC dans les universités privées de la place. Et je suis consultant, formateur en économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est en réalité? Bon, en réalité, l'économie sociale et solidaire, c'est cette branche de l'économie qui va permettre de concilier croissance économique et équité sociale. Cela voudra dire que nous allons essayer, n'est-ce pas, de faire des efforts pour que le produit intérieur brut du pays augmente. D'accord, aujourd'hui, nous sommes passés à 7,5% du PIB. Ça veut dire qu'il y a croissance économique. On peut encore faire mieux que cela pour atteindre une croissance à 2 chiffres, 10% par exemple. Mais il va falloir qu'il y ait l'équité sociale qui puisse accompagner, c'est-à-dire que la richesse, que l'on puisse ressentir l'augmentation de la richesse au niveau du bas peuple. C'est-à-dire que les populations les plus vulnérables à revenus faibles puissent comprendre qu'il y a une augmentation du panier de la ménagère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est l'objectif principal de l'économie sociale et solidaire. Vous parlez tantôt de croissance économique et vous voulez qu'on ait une croissance économique à 2 chiffres, mais il se dit souvent que cette croissance ne se ressent pas sur les populations. Oui, ça ne rime pas avec la richesse. Oui, bien évidemment. Et lorsque vous prenez, par exemple, les étapes de développement décrites par l'économiste Rostor, vous allez comprendre que à la phase de décollage économique, moi, je pense déjà que cette phase a été déjà une réussite au Bénin grâce aux efforts accomplis par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, où on nous a déjà amené vers un taux de croissance de 7,5%, comme je viens de le dire. C'est important, c'est important. Ça veut dire qu'il y a déjà le socle, c'est-à-dire le soubassement, la fondation même, n'est-ce pas, de la prospérité. Il y a une bonne gouvernance économique, il y a une bonne gouvernance financière et que ça se dessine facilement. Maintenant, il ne faudrait pas que cette croissance qui est due à beaucoup d'investissements qu'on a remarqué, il faudrait que ça se limite seulement à ce niveau. Il va falloir, n'est-ce pas, que le bas peuple puisse ressentir les effets positifs, n'est-ce pas, de cette croissance pour qu'il y ait un impact social, pour que l'on puisse constater que le panier de la ménagère a connu certaines améliorations et pour le faire, il va falloir quand même que l'on concilie la croissance économique à l'équité sociale, n'est-ce pas, pour ne pas parler d'une croissance appauvrissante. Alors, donne-nous des exemples et domaines d'activité où on retrouve l'économie sociale et solidaire. Vous savez, il n'y a pas une frontière entre domaines d'activité lorsqu'on prend le système capitaliste, d'accord, et le système socialiste. Vous voyez, c'est les mêmes domaines, c'est seulement les stratégies de gouvernance qui diffèrent. Lorsque vous prenez le système capitaliste, vous allez voir et comprendre un tant soit peu que c'est l'accumulation de la richesse. C'est-à-dire que on s'en fout de ce qu'on appelle l'humain. D'accord? Donc, les programmes de développement et même les projets de développement ne sont pas calqués sur l'humain, sur la valorisation de l'homme. D'accord? Et il suffit seulement d'engranger beaucoup de richesses, n'est-ce pas? D'accumuler, n'est-ce pas? De la richesse pour dire que voilà, on a atteint une croissance vraiment appréciable, ainsi de suite. Et lorsque vous prenez le système socialiste qu'on a étudié en son temps, vous allez aussi remarquer que ce sont des gens qui rejettent en bloc le système capitaliste. D'accord?
Et puis, c'est-à-dire qu'il va falloir, comme quand vous prenez par exemple Karl Marx, bien que son papa soit un capitaliste, lui, il s'est rangé du côté socialiste avec son ami Hegel, d'accord? Et même Lénine, qui n'a même pas travaillé avec Karl Marx, est venu, et là on parle du marxisme-léninisme, vous voyez, qui a mis en application les données théoriques, n'est-ce pas, écrites par Karl Marx, c'est Lénine qui les a mises en application. Donc, fondamentalement, le socialisme était là pour faire reculer totalement et faire replier le capitalisme. Mais l'économie sociale et solidaire n'est pas là pour ça. L'économie sociale et solidaire est là pour corriger les imperfections du système capitaliste. Parce que le système capitaliste a forcément ses points forts. De même que le système socialiste qui n'est plus d'actualité. D'accord? Et c'est en Asie qu'on voit ce système socialiste. Mais vous dites que le système socialiste n'est plus d'actualité, mais aujourd'hui, c'est ce système qui rachète la dette du capitalisme. Bon, racheter la dette du capitalisme, je ne sais pas chinois, trop. Vous voyez plein d'entreprises chinoises venir dans l'Occident, racheter des actifs, ils rachètent un peu oui, vous voyez, dans notre système du capitalisme. Dans notre système aujourd'hui, nous avons mis de côté, d'accord, le système socialiste, et c'est pour ça que la Chine n'est pas trop présente, n'est-ce pas, au Bénin. Nous travaillons plus avec les Français, nous travaillons plus avec l'Europe, n'est-ce pas, les États-Unis. C'est des gens qui mettent devant le fait d'engranger du profit maximum. Donc, c'est le système capitaliste. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Bénin a épousé un système socialiste. Il y a qu'entre-temps, comment appelle-t-on, le président Mathieu Kérékou avait essayé de le faire en son temps, mais après, il s'est replié. D'accord, on est revenu à la normale. Et d'accord. Et donc, ce faisant, il faut constater que aujourd'hui, il est temps de contextualiser et d'implémenter le modèle d'économie sociale et solidaire pour que l'effort accompli par le gouvernement jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, puisse produire ses fruits. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si pendant les 10 années qu'on est en train de passer, l'État avait mis beaucoup de sous au niveau de son budget pour pouvoir faire du social, on allait échouer. Puisque pendant l'étape de décollage économique qui n'est pas prévue même par l'économie Rostov, que l'on puisse faire réellement du social. Je le dis souvent. Et c'est après l'étape de maturité que nous allons enclencher dès maintenant, d'accord, dès 2026, avec l'arrivée du président élu, d'accord, qu'on pourra commencer réellement à ne pas parler du social. Donc, selon vous, il fallait faire un peu du capitalisme à visage inhumain et après passer au... Non, je n'ai jamais dit à visage inhumain. Parce que tout compte fait, les investissements qui ont été faits, il y a eu les routes qui ont été construites. Vous voyez, il y a des bâtiments ministériels, ainsi de suite, les marchés. C'est de l'investissement. D'accord? Donc, c'est pour la nation, c'est pour le peuple. Les bonnes dames peuvent aller désormais vendre dans un endroit sécurisé. Les émigrants peuvent circuler sans pour autant aller chez le mécanicien à chaque fois. C'est toujours du social. Mais c'est une forme que j'appelle type de social que le citoyen lambda ne se retrouve pas dedans parce que ça n'apporte rien, il n'y a pas de valeur ajoutée à son panier, et comment on appelle-t-on, le panier de la ménagère. Alors, si on ramène le débat au Bénin, dans nos sociétés, dans nos pays un peu sous-développés, ou bien en voie de développement, si je puis le dire, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour faire de l'économie sociale et solidaire? En réalité, lorsque vous parlez de levier, moi, je vais aborder la question peut-être du pilier. Et je pourrais dire que nous allons fondamentalement prendre en compte l'économie, d'accord, nous allons prendre en compte les finances, d'accord, avant de prendre en compte le social. Alors, du point de vue économique, le nécessaire a été déjà fait, comme je l'ai dit.
Mais maintenant, il faut mettre en place les pôles de développement, les pôles économiques. Et je pense qu'une réflexion a été déjà menée, et si je suis correctement l'actualité, on peut vous dire quand même qu'il y a 6 pôles économiques de développement, Weme Plateau, Zou Colline, Atakora Donga, Bogwa Libori, et quoi encore. Donc, les 6 pôles que vous connaissez, donc les 6 départements. C'est quoi la concentration dans un pôle? Les 6 départements, voilà. Dans un pôle, quelle concentration? Quels sont... Oui, c'est qu'au niveau de chaque pôle, il va falloir identifier quels sont les atouts majeurs au niveau de cette territorialité. C'est-à-dire, c'est un principe de territorialité qui est un principe sacro-saint à l'économie sociale et solidaire. Alors, quels sont les produits pour lesquels ces communes disposent, n'est-ce pas, les communes de ces départements, bien sûr, disposent de l'avantage comparatif. Alors, il faut identifier ces produits et maintenant amener les populations cibles à pouvoir travailler correctement pour que l'on puisse propulser la croissance, le développement à la base. Ce ne serait plus une croissance axée sur l'investissement des routes et consorts, mais une croissance axée sur le développement à la base. Donc, s'il faut produire, par exemple, faire la production maraîchère, par exemple, c'est un exemple, on va voir quel est le département qui a plus d'avantages comparatifs dans la production maraîchère. Et parmi ces départements que nous avons cités, on y met les moyens. Je vais vous dire tout à l'heure comment il faut mettre les moyens par rapport à l'approche financière. Mais il faut y mettre les moyens et faire travailler réellement ces gens-là parce que la terre là est fertile pour ces gens de production. Et vous pouvez mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle les boutiques populaires, d'accord, où on peut venir acheter à moins de coût. On peut mettre en place les cuisines. Il y a une différence avec des boutiques témoins qui avaient existé. Au fait, c'est pratiquement les mêmes choses. L'objectif ici, c'est seulement de vendre à moins de coût. C'est-à-dire que le prix auquel vous venez acheter au niveau des boutiques populaires, ce sera moindre par rapport au prix du marché. D'accord, par rapport au prix du marché. Alors, ça veut dire que si tu t'alignes pour aller acheter dans ces genres de boutiques qui ouvrent peut-être pendant le week-end, d'accord, on sait que ce sont des pauvres qui vont là-bas, et toi qui as quand même un revenu un peu élevé, tu ne peux pas t'aligner là, d'accord, donc c'est pourquoi on parle de populaire, boutique populaire. Mais de l'autre côté, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle la cuisine solidaire. La cuisine solidaire. Et ça veut dire qu'avec tout ce qui est planté au niveau de la production maraîchère, d'accord, on peut vendre une bonne partie et 20% de la production, on va donner les 20%, n'est-ce pas, aux élèves ou aux étudiants pour les cantines scolaires et consorts. Et même le reste, on peut les envoyer sous forme de dons aux ménages très pauvres. Qui met en place? L'État ou bien des opérateurs économiques, et l'État joue le rôle de régulateur? L'État va jouer le rôle de régulateur, mais va apporter sa contribution sous forme de subvention de l'État. Les communes également vont apporter leur contribution sous forme de subvention des communes. Et au niveau du budget communal, dans la nomenclature budgétaire des communes, il doit y avoir une ligne budgétaire qui soit prévue pour ça, fondamentalement. Mais de l'autre côté, nous abordons directement le côté financier. Et il va falloir que maintenant mette en place ce qu'on appelle le budget participatif. Et c'est ça qui rend compte réellement de l'approche sociale que nous voulons essayer de grainer un tant soit peu ici. Et c'est en le faisant, vous allez voir que les citoyens auront, n'est-ce pas, un sentiment d'appartenance à ce qui se fait dans le pays à travers leur commune. Quelle est ma contribution? Quel est mon apport? Quelle est ma valeur ajoutée personnelle au développement communautaire? Est-ce que vous voyez? Et dans ces conditions, il y a une plateforme de crowdfunding qui peut être mise en place. Et à travers le crowdfunding, nous pouvons voir le crowdlending à travers les obligations vertes.
d'accord, les obligations vertes, toute forme d'obligation, les obligations vertes. Et là, ce sont les dettes, hein, les dettes. Le Bénin en a fait récemment. Oui, oui, voilà. Et ça peut être aussi le crowd equity, d'accord, à travers les actions. Les actions vertes aussi existent. Donc, les gens peuvent investir dans tout ce qui est agroalimentaire et même la transformation, n'est-ce pas, des produits qui sont cultivés. Et voilà, vous allez voir, nous allons régler un problème essentiel. C'est le problème, quand on dit au niveau des ODD, il me semble que ça doit être l'ODD 2, zéro faim. Zéro faim. Voilà, je pense que là, on va essayer de résoudre le problème d'insécurité alimentaire, n'est-ce pas, qui se présente le plus souvent. Et qu'on soit obligé d'attendre que les produits viennent de l'extérieur. Si je résume la finalité sociale, la gouvernance démocratique, là, ça, vous n'avez pas parlé de ça, la gestion responsable, la liberté d'adhésion, sont des caractéristiques et principes de l'économie, clés de l'économie sociale, si on veut, l'économie sociale et solidaire, si on veut bien comprendre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que le Bénin aborde un virage avec un nouveau mandat et tout, vous pensez qu'aujourd'hui, le pouvoir central béninois est assez prêt pour faire un peu de l'économie sociale et solidaire, parce que l'une des récriminations ces dernières années, c'est un peu de social quand même. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt? Aujourd'hui, toutes les bases sont là pour qu'on fasse un peu dans l'économie sociale et solidaire. Avant d'aborder ce point, je peux vous dire que lorsqu'on parle des principes de l'économie sociale et solidaire, au-delà de ce que vous avez cité, je peux résumer en caricaturant que nous avons, en dehors du principe de territorialité que je viens de citer, il faut que ce soit les gens qui appartiennent à une même ethnie qui puissent se regrouper et réellement travailler. D'accord. Et de l'autre côté, il y a le principe démocratique. D'accord, ça veut dire qu'une personne, une voix, quel que soit ton apport, d'accord, en cas de non-consensus et qu'on doit passer au vote, et une personne, ça fait une voix, ça n'a pas de rapport avec ce que vous avez apporté comme capital. Et de l'autre côté aussi, nous avons certains autres principes comme le partage, c'est-à-dire que tout le profit n'est pas distribué. D'accord, tout le profit n'est pas distribué. Il faut penser aux pauvres et voir ce qu'il faut donner aux pauvres ou bien à d'autres ONG, d'accord, ou associations qui font pratiquement les mêmes exercices que vous sur le terrain et qui ont besoin un peu de financement. Vous voyez. Donc, c'est un peu vaste. Il y a pratiquement ces principes-là qui jouent. Maintenant, par rapport à votre préoccupation, à votre question, vous voulez savoir si... comment on appelle-t-on l'économie sociale et solidaire pourra résoudre un tant soit peu. Et est-ce qu'on a déjà les bases pour... C'est ça, je vous dis, qu'on a suffisamment de bases aujourd'hui. Le Béninois peut se bomber le torse aujourd'hui en disant que nous pouvons enclencher, n'est-ce pas, le social. C'est maintenant qu'on peut le faire. Si on l'avait fait avant, on allait échouer. Mais tout est mis en place aujourd'hui parce que nous sommes déjà à une croissance à 7,5%. À partir de là, lorsque nous allons enclencher le développement à la base par le biais de l'économie sociale et solidaire, nous pouvons facilement arriver à une croissance à 2 chiffres. Et c'est lorsque la croissance à 2 chiffres, on l'atteint au bout de 3 trimestres, d'accord, au bout de 3 trimestres, vous allez voir que c'est fini. Et nous allons constater que le panier de la ménagère, ça va évoluer et on va desserrer les ceintures forcément. Il n'y a pas de raison à ce que les ceintures restent toujours serrées. Dans tous les cas, je pense que le nécessaire est déjà fait. Si ce n'était pas fait, ça veut dire que nous allons encore reculer pour le faire avant d'y arriver. Vous croyez vraiment à une prospérité partagée, bien partagée au niveau des citoyens? Oui. Le président élu, lui, il doit le faire parce que nous entamons la phase de maturité. D'accord? Avant d'aller vers l'ère de la consommation de masse. D'accord? Cette phase de maturité, il est forcément dit qu'il doit avoir du social.
Et il n'y a pas de raison à ce que l'on ne puisse pas dire qu'il n'y en aura pas. Le social dans plusieurs activités, hein, comme vous l'avez demandé auparavant, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, il doit avoir, comment on appelle-t-on, l'économie sociale et solidaire est présente là, que ce soit au niveau de l'eau, potable pour tous, ce qu'on a déjà fait jusqu'à un certain niveau, l'économie sociale et solidaire, déjà là, ça répond aux ODD, hein, les études de développement durable, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement. D'accord? Maintenant, que ce soit au niveau, au fait, des logements très sociaux, ce n'est pas les logements que nous voyons là. Hein. Vous voulez dire que les logements qu'on a ne sont pas... Non, ce n'est pas les logements très sociaux, ça. C'est des logements sociaux, mais réservés à une certaine catégorie. D'accord? Mais, regardez, le Béninois lambda ne peut pas avoir accès à ce genre de logements. D'accord? Il va falloir fondamentalement qu'on aille. Vous estimez que c'est à cause de ça que pour le moment, les gens, la session ne... Je n'en dis rien, je ne sais même pas comment ça évolue. Mais toujours est-il que ce n'est pas encore les logements très sociaux. Parce que même dans la littérature, lorsque vous prenez la revue littéraire, la revue documentaire en économie sociale et solidaire, vous allez comprendre un tant soit peu qu'on parle même de logements très, très sociaux. 2 fois très. C'est pour vous dire qu'en réalité, il faut mettre en place une jurande. Et au niveau des communes, les autorités communales doivent décréter des terres qui sont libres et on peut facilement distribuer des petits morceaux aux gens qui se sont inscrits, n'est-ce pas, sur la plateforme de l'économie sociale et solidaire. De telle sorte que ces jurandes-là, que ce soit les ferrailleurs, les maçons, charpentiers, tout ça, là, ils se regroupent et puis ils ont quand même de quoi travailler ensemble pour pouvoir construire, n'est-ce pas, des petits habitats à chacun parmi eux. Au lieu que ce soit l'État qui prenne en charge la construction de grands habitats que eux, ils n'ont pas les moyens de venir occuper. Vous voyez, les habitats qui sont construits, c'est bien pour des gens comme peut-être vous et moi, c'est bien pour des gens qui ont certains salaires, d'accord, mais celui qui perçoit moins de 50 000 le mois, d'accord, qui sont en dessous, n'est-ce pas, du SMIC, ne peut pas prétendre aller prendre ce genre de logement. C'est pourquoi nous parlons en économie sociale de logements très, très sociaux. Docteur Aoyo, qu'est-ce que vous faites pour que ces idées que vous partagez soient connues de tous et soient acceptées des dirigeants? Oui, on n'a pas besoin d'être quelque part avant de le faire. C'est déjà notre contribution. Si vous nous invitez sur votre plateau pour qu'on en discute, c'est déjà notre contribution, notre apport. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne sommes pas invités. Donc... Vous avez une association qui s'investit dans le domaine. Comment ça se passe? Oui, nous avons l'association APES Bénin, Alliance pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, et qu'on a eu tous les papiers et qu'on est en train de nous mettre à jour maintenant par rapport aux nouvelles recommandations associatives. Mais dans ce cas, nous faisons plus de la théorie, et nous formons, nous démontrons, mais nous n'allons pas à l'action. Vous voyez ce que je dis? Pourquoi vous n'allez pas à l'action? Oui, parce qu'il va falloir que l'État, n'est-ce pas, que l'on voit la volonté politique affichée. C'est lorsque la volonté politique est affichée que vous allez voir que la population commence par avoir le sentiment d'appartenance. Sinon, vous allez parler en l'air et vous n'aurez même pas les moyens ou l'accompagnement populaire parce que vous avez parlé du crowdfunding. C'est une plateforme de financement participatif. Mais si, par exemple, le Bénin n'a pas encore autorisé correctement l'utilisation de crowdfunding, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a une plateforme de crowdfunding qui m'a montré lorsque j'étais au Bénin, à une conférence, oui, à la NPME. Et puis, il m'a montré la plateforme de crowdfunding qu'il a mise en place et je lui ai dit, mais fais beaucoup attention. Le Bénin n'a pas encore validé ça. Dans d'autres pays comme le Sénégal, tout ça là, c'est validé. Mais au Bénin, je pense que ce n'est pas encore. Fais beaucoup attention. Donc, il a arrêté ça. Et pour le moment. Et je pense bien qu'avec les informations que je suis en train d'avoir, ce sera lancé, ce sera fait. Vous ne pensez pas Mais sans ça, sans le crowdfunding, on ne peut pas.
Autre chose aussi, il faut que l'on vote la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire. Tant que la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire n'est pas votée, on ne peut réellement pas faire du social au Bénin. J'en venais pour vous, je voulais vous demander, est-ce qu'il ne faut pas, acteur du domaine, vous avez fait une thèse sur la question, est-ce qu'il ne faut pas faire un plaidoyer pour qu'une telle loi soit votée au Bénin? Quand vous parlez... Surtout que le président élu béninois, le président Romuald Wadaï, a parlé de la territorialité du développement. Oui, c'est vrai. Et lorsque vous parlez de plaidoyer, je pense que nous l'avons toujours fait. D'accord? Et depuis même les Yahi. Et nous avons rencontré quand même des personnalités quand même qui nous ont dit qu'il y a eu des missions où les gens ont été envoyés aux États-Unis pour recevoir des formations et que c'était bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu jusqu'au départ de Yahi. J'ai rencontré les présidents des institutions de la République en son temps. D'accord? Mais ça a donné quoi? J'ai eu à faire des CD que j'ai distribués au niveau des directeurs du cabinet, ainsi de suite. Ça a donné quoi? D'accord? Maintenant, lorsque Patrice Talon est arrivé au début, j'ai même déposé quelques CD au niveau de quelques institutions aussi. Ça a donné quoi? Donc, moi, je me suis replié et puis on ne peut rien si la loi n'est pas votée. On ne peut rien si les autorités ne prennent pas à bras le corps la question de l'économie sociale et solidaire. D'accord? Mais au même moment, en réfléchissant en tant qu'économiste, je me dis qu'il faut quand même entamer, informer, avant que la période n'arrive véritablement pour qu'on puisse enclencher. Parce que ce n'est pas maintenant qu'on va voter une loi d'économie sociale et solidaire. Il y a Patrice Talon, le président Patrice Talon, avait mis la facilité pour qu'on vote ça. Je pense que le président Wadaï, le président élu, s'il prend le pouvoir, il peut continuer par le faire. Mais ce n'est pas grave, puisque je vous ai dit, le moment de faire vraiment du social, c'est dès maintenant. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il faut maintenant agir, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous ne criez pas fort? Bon, on ne crie pas fort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Notre voix ne porte pas. D'accord? Notre voix ne porte pas. Et je pense qu'avec le président Wadaï, d'accord, il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire parce que la voie est déjà tracée. La voie est déjà tracée. Et je suis sûr que s'il le fait, il va réussir. Parce que les Béninois n'attendent que ça. Les Béninois n'attendent que ça, le social. Et quand on parle du social, ce n'est pas forcément qu'on va prendre les finances publiques et gaspiller dans le social. Les gens pensent que c'est ça. C'est un peu comme vous l'avez dit en son temps que ce n'est pas le social Yaïboni. C'est une autre manière de concevoir le social. Et vous pouvez faire le social sans pour autant trop utiliser les finances publiques. C'est-à-dire que le 5 francs de chaque Béninois peut contribuer à beaucoup de choses. Et nous allons regarder, par exemple, les veuves. C'est les couches les plus démunies, les plus vulnérables, les veuves. Et les femmes qui sont analphabètes, souvent. Et vous prenez, par exemple, les femmes qui sont papa et maman pour leurs enfants, qui n'ont pas de mari et consort, comment vous les appelez. Donc, la pauvreté a un visage féminin. Il faut commencer par les femmes. Même nos élèves, les étudiantes, d'accord, à chaque niveau, il faut mettre les principes d'économie sociale et solidaire, encadrer ça correctement par une loi qu'on appelle la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est en le faisant. Moi, je dis qu'on ne peut pas tout développer ici parce qu'il y a une méthode pour le faire. Vous ne pensez pas qu'il faut commencer par des régions pilotes, par exemple? Parce que vous parlez de pauvreté à visage féminin, mais moi je parlerai de pauvreté en zone rurale peut-être. Donc il faut commencer peut-être dans les milieux les plus reculés. C'est vrai que le Bénin profond, c'est aussi juste à côté, mais vous ne pensez pas qu'il faut commencer peut-être par une phase pilote où on expérimente et après on pense à généraliser? Obligatoirement. C'est pourquoi je parlais de contextualisation, d'accord,
et après d'implémentation. Lorsque vous voulez implémenter quelque chose, on ne peut pas faire ça la grande masse, non. Il faut choisir les communes pilotes, d'accord? Et c'est à nous de voir là où siège réellement la pauvreté. Et là où la pauvreté sévit réellement, surtout à l'endroit des femmes. Et nous allons voir, parce que il y a l'INSTAD qui a remplacé l'INSAE, n'est-ce pas, qui a des chiffres sur ça, parce qu'il y a des chiffres sur ça, et peut facilement vous dire les communes les plus pauvres, n'est-ce pas, du Bénin. On peut commencer la phase pilote dont vous parlez par rapport à ça, et mettre en branle tout le système, le mode opératoire, d'accord, que ce soit en termes économiques, en termes de financement, en termes de leadership entrepreneurial, d'accord, pour que chacun puisse travailler. Alors, si tu ne travailles pas, ça veut dire que tu es un paresseux. Obligatoirement, tu dois trouver pour toi à faire. Et lorsque on lance la dynamique, on va booster, n'est-ce pas, le social, on va booster les principes au niveau de tous les secteurs de l'économie, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Indubitablement, ça doit produire de très bons résultats. Vous êtes enseignant, vous êtes dans les universités du Bénin, public comme privé. Est-ce que vous parlez de l'économie sociale et solidaire à vos étudiants pour que eux, au moins, à leur tour, puissent l'implémenter à la base? Au fait, ce n'est pas... Parce que c'est quand même un canal... ce n'est pas... en économie, et je pense que je suis financier, d'accord, plus financier qu'économiste, d'accord, mais en économie, vous n'allez voir nulle part où l'on parle de l'économie sociale et solidaire au Bénin, seulement que peut-être au niveau de l'université, les gens vont organiser des séances, des forats, d'accord, et pour pouvoir développer ces genres de thématiques. Mais avec les étudiants, je pense que non, ça c'est un faux problème. Donc il faut voir comment est-ce qu'il faut mettre ça dans les curricula de formation pour que l'enfant déjà dès le secondaire puisse quand même comprendre ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est très important. Et même l'économie familiale dont on parlait, qui a disparu, qu'on appelle aussi l'économie domestique. D'accord? Il fallait aussi commencer par là, parce que vous et moi, vous vous rappelez, lorsque nous étions au secondaire, même au primaire, dans chaque école, il y avait des petits espaces où on cultivait les choses les vendredis. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une question de faculté, parce que aujourd'hui le Bénin est plus proche des pays capitalistes, des pays développés et très capitalistes, et c'est ceux qui nous fréquentent, donc on nous injecte plus le libéralisme que ce que vous prenez, l'économie sociale et solidaire. Vous avez vraiment raison. Et c'est le mal. C'est le mal. Il faut réfléchir. Il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes réalités. Les Occidentaux, les Européens, les Occidentaux et tout, nous n'avons pas les mêmes réalités qu'en Afrique. D'accord? Ce n'est pas leur modèle de développement que nous allons forcément copier. Nous allons voir par rapport à nos réalités sur le terrain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut ajouter de ce côté pour former maintenant un ensemble susceptible, n'est-ce pas, de propulser le développement de l'Afrique, en partant par l'économie sociale et solidaire, même si le concept d'économie sociale et solidaire, c'est un concept qui a été copié de l'Europe, principalement de la France. Au début, on avait parlé de l'économie sociale qui venait du haut, une décision qui venait du haut. Après, ceux du bas ne se voyaient pas dedans, ils ont riposté, et puis c'est un peu une révolution. Eux autres, ils ont parlé de l'économie solidaire, et c'est après, maintenant, que la bataille a commencé entre l'économie sociale et l'économie solidaire, pour que l'on puisse dire maintenant, désormais, on va parler de l'économie sociale et solidaire et rester au juste milieu. Allez, pour finir, Dr Aouyo, vous pensez qu'avec l'économie sociale et solidaire, on peut réduire le fossé entre... parce qu'il y a un grand fossé qui s'est creusé entre, je ne voulais pas dire riche, entre une couche qui est au-dessus et la plèbe, la couche la plus vulnérable. Vous avez tout compris, monsieur le journaliste. Et c'est fondamentalement là où on voulait arriver. C'est notre leitmotiv, en quelque sorte. C'est pas une utopie? Non, pas du tout une utopie. Parce qu'il faut réduire le creuset, n'est-ce pas, le fossé entre riches et pauvres. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire à travers la loi cadre
d'accord, il faut prendre chez le riche les assurances, d'accord, la banque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout développer ici. Lorsqu'il y aura des réformes au niveau du système bancaire, moi je suis un financier, je forme des banquiers, je forme des assureurs. Au niveau du système bancaire, il y a beaucoup de réformes qu'il faut entreprendre là. D'accord? Mais ça, la loi cadre ne peut pas le faire. Au niveau des assurances... Vous appelez une discrimination positive? Oui, c'est ça. Une discrimination positive, oui. Une discrimination positive, c'est important. Merci, Dr. Aouyo. Merci à vous aussi. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Bon, le mot de fin, c'est de dire que un grand merci au travail accompli de main de maître par le président de la République sortant, par le président Patrice Talon, et parce que c'est grâce à lui qu'on peut désormais commencer par parler de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il a mis la barre très haute jusqu'à un certain niveau, qu'on soit à 7,5% de PIB, toute chose dressant, n'est-ce pas, une possibilité inouïe de commencer maintenant par développer l'économie sociale et solidaire, et ce serait la tâche fondamentale, n'est-ce pas, pour le prochain président de la République, et que dès qu'il arrive, la première des choses à faire, c'est de passer au bout de la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire avant d'enclencher toute démarche. Je lui demande ça, et le peuple béninois va quand même l'applaudir. Merci, Dr. Aouyo. Merci.